15 minutes de questions? 10 minutes, nous dit Christian. Je crois qu'il y avait une question, non? Suite à la première intervention. Ah. Le micro. Bonjour, rebonjour tout le monde. Bon, moi j'ai une question pour Kofi. Je n'ai pas vu la présentation de Diao et je n'ai pas compris du tout quand Abdou parlait. Donc pour ce qui est de Kofi, moi ma question c'est, en fait, tu as parlé de politique linguistique familiale, mais en fait c'est plutôt une inquiétude. Tu ne sembles pas tenir compte de l'environnement social. Parce que pour moi, la politique linguistique familiale ne se construit pas seulement à l'intérieur de la famille. Surtout quand on parle d'Afrique. On sait très bien qu'en Afrique, la langue du voisin est aussi la langue de la famille. La langue des amis est aussi la langue de la famille. La langue du terrain de loisirs est aussi la langue de la famille. Donc, je me demande bien comment ça peut se faire, une étude sur les politiques linguistiques familiales pour des familles africaines sans cela. D'autant plus que là, tu dis que les enfants des primo-émigrés ne font pas partie de la population d'enquête. Et je me dis que donc, si ces enfants-là, en fait, la progéniture de ces émigrés-là ne fait pas partie de la population d'enquête, mais je me dis donc, on va naturellement aboutir à la même conclusion. Les discussions, ce sera du mixing et du switching. Je connais la conclusion sans même faire l'enquête. Une question maintenant. La question c'est, quand il y a discussion entre un baoulé, un djoula ou un bété, quelle est la langue? Bon, d'accord, je pense, je vous saisis parce que, voilà, et j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi exactement ce que j'ai dit, justement parce que j'ai dit que seront exclus de cette enquête les familles constituées en Europe ou en France, donc des personnes venant peut-être du Sénégal ou du Togo qui se rencontrent en France, qui ont évidemment des langues différentes. Donc des familles constituées déjà dans leur pays d'origine et qui ont au moins en partage, donc le monsieur, le mari et la femme, ils ont en partage une langue de leur pays d'origine. Je pense que si je m'exprime ici, il n'y a pas de débat. Donc c'est bon. C'est vous qui n'avez pas suivi, à mon avis. Non, ce n'était pas ça ma question. Ça c'était à côté. Mais la question, je dis, en fait, et puis l'environnement social est mené sans tenir compte des descendants d'émigrés venant d'Europe, on sait a priori que le résultat, c'est le mixing et le switching. Est-ce qu'on peut trouver autre chose que le mixing et le switching? Oui, là-dessus, justement, je pense que quand je parle de politique linguistique familiale, des pays, enfin, des familles africaines, donc des ménages africains installés en France, je suis effectivement dans un vase clos. Et c'est justement pour voir, quand ils se déplacent et qu'ils s'installent en France, en Europe, ça peut être le cas en Espagne ou en Allemagne, on peut toujours élargir le champ, comment est-ce qu'ils prennent soin ou quelle stratégie ils mettent en place pour que leur langue de pays d'origine soit transmise à leurs enfants, en tout cas dans la cellule familiale.
Et après, dans tous les cas, dans la suite du projet, on verra ce qu'il en est des politiques linguistiques de la France elle-même vis-à-vis de ces langues des langues des immigrés qui s'installent en France ou ailleurs en Europe. Sauf si je ne comprends pas votre question, on peut en reparler. Merci. Alors, j'ai une question pour Agbefele et un commentaire sur l'intervention de Ousmane Diaw. Alors, pour Agbefele, je dis juste tout simplement qu'en dehors de l'idéologie, il est difficile de faire une promotion en fait d'une langue quand elle n'est pas utile en fait. Donc, si on peut prendre l'exemple du Sénégal, au début, avant, quand on faisait des enquêtes au niveau des parents pour l'enseignement des langues nationales, mais les parents n'étaient pas d'accord tout simplement pour enseigner la langue nationale ou bien les langues nationales. La langue nationale qui est concernée, la langue du milieu, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, ils trouvaient que la langue n'est pas utile. Donc, à quoi bon d'apprendre, n'est-ce pas, une langue quand elle ne permet pas de travailler, etc. L'utilité, en fait, n'est-ce pas? Actuellement, ça a changé. Là, il y a une tendance actuelle avec l'avènement des radios communautaires, avec un contexte qui a changé. Maintenant, parce qu'avant, on parlait en français, on traduisait en Wolof. Maintenant, on parle en Wolof et on traduit en français. Si on suit un peu les conférences, par exemple, de presse des politiques, mais on parle en Wolof d'abord et on traduit en français, n'est-ce pas? Donc, la situation a complètement changé. Maintenant, quand on prend votre contexte d'études, est-ce que vous avez intégré en fait est-ce que vous avez une question d'utilité en fait? À quoi bon une question d'utilité? Donc aux parents, est-ce que vous avez une question, n'est-ce pas, dans vos enquêtes, une question d'utilité en dehors de l'idéologie, une question d'utilité, à quoi bon, à quoi sert de transmettre la langue par exemple dans votre contexte européen? Est-ce que vous avez une question d'utilité en ce qui concerne ces langues africaines qui sont pratiquées en Europe? Alors, un commentaire pour Ousmane Diaw. En fait, ce matin, on a parlé de la situation du Québec, de la politique linguistique familiale, en fait, qui fait une pression pour, n'est-ce pas, la politique étatique. Ça me permet de faire le lien avec la première conférence de ce matin. Ça nous invite à la complexité, en fait. Votre intervention nous invite à la complexité parce que, bon, il peut y avoir une inadéquation, en fait, entre la politique linguistique familiale et la politique linguistique étatique. Mais au cas où il y a, je pose l'hypothèse, en fait, au cas où il y a une adéquation entre la politique linguistique familiale et la politique linguistique étatique, parce que la tendance actuelle, en tout cas sur le plan mondial, c'est on part de l'unilinguisme étatique vers le plurilinguisme étatique. L'unilinguisme naturel n'existe pas, mais on part lié à l'histoire des pays européens surtout, on part de l'unilinguisme étatique vers le plurilinguisme étatique. Maintenant, le problème, c'est que si la tendance est renversée, parce que la conférence de ce matin nous a parlé de la troisième phase, surtout la phase d'expulsion. Si la langue qui était interdite, en fait, si la langue qui était interdite prend le dessus, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai une préoccupation ici, est-ce qu'il faut se comporter comme, dans ce cas-là, on revient en arrière, si on se comporte comme ceux qui ont interdit la langue, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, on introduit encore un unilinguisme, n'est-ce pas? Si on expulse la langue de départ qui avait interdit, n'est-ce pas, cette langue première, si la tendance est renversée, n'est-ce pas, et qu'on impose cette langue et qu'on expulse la langue première, on revient en arrière, on revient au départ en fait. Et donc cette perturbation-là va encore appeler une régularisation et donc ça prend des siècles. On va peut-être laisser je pense que c'est une préoccupation, n'est-ce pas, tout simplement. Voilà, merci. Alors, si vous répondez de façon concise, on pourra avoir une dernière question. Moi, je ne veux pas vous mettre la pression. Sinon, on en restera là, puisqu'ensuite, sinon, on n'aura pas le temps de déjeuner. Je voulais juste expliquer à Babacar Faye, qui vient de faire un commentaire sur ce que j'ai dit, effectivement, par rapport... oui.
S'il y a d'autres questions, on les regroupe. Ouais, pas de souci, allez-y. D'accord. Oui, très rapidement, je voudrais féliciter Kofi pour son enquête, même si je n'ai pas les résultats. Il a choisi 20 familles, c'est très important. Et même si ce n'est pas clairement dit, j'ai l'impression que ce qui t'intéresse, ce sont les pratiques, les attitudes et les représentations linguistiques d'un peuple à l'autre, parce que tu as pris 2 origines africaines différentes. Donc, ce que j'aurais voulu savoir, c'est à quel point l'origine impacte sur la réaction des locuteurs lorsqu'ils sont en situation d'insécurité linguistique. Quel est l'impact? Et puis, entre les Togolais et les Ivoiriens, lesquels sont plus emprunts à, disons, sécuriser leur origine, lesquels sont attachés à leur origine. Vraiment, c'est une enquête qui est intéressante et j'aurais aimé avoir les prémices, disons, les semblants de résultats. C'est très intéressant. Félicitations. À moi la parole pour dire merci au collègue Faye pour son intervention. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut faire la promotion d'une langue quand elle est utile, en tout cas. Mais ici, il y a 2 utilités qu'il faut relever. L'utilité socio-professionnelle. Quand les parents disent il faut que nos enfants apprennent le français parce qu'après, il faut monter dans la profession. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi l'utilité socio-culturelle. C'est pour ça que quand j'ai donné l'exemple des Togolais, vous avez vu, les mêmes parents qui disent 85%, ils disent oui, il faut qu'ils apprennent. Mais ils disent, mais il n'en est pas question qu'on laisse tomber nos langues et nos cultures. Donc il y a l'utilité socio-culturelle d'une part et puis l'utilité socio-professionnelle. Bon, on peut le désigner d'une autre manière et c'est ce que moi je pense là-dessus. Je vous remercie. Alors, impact de l'origine, vraiment je ne peux pas vraiment donner des résultats à cette étape de l'enquête. C'est vraiment un début. Hein. C'est justement pour recueillir un peu vos avis comme ça, pour pouvoir mieux peaufiner le sujet et continuer. Mais le problème, pourquoi j'ai pris le Togo et la Côte d'Ivoire, ça je peux l'expliquer rapidement, c'est que les Togolais sont très rattachés à leur langue nationale, l'Ébé notamment. Les Ivoiriens sont très rattachés à la langue française, mais attention, pas au français de France, à la langue française de Côte d'Ivoire. Donc ils ont le français populaire ivoirien auquel ils sont très attachés. Et donc j'ai pris ces 2 exemples. Vous voyez, un peuple qui arrive en France avec en tout cas une forme de la langue française, la Côte d'Ivoire, donc les Ivoiriens, et un autre qui arrive en France avec un attachement fort aux langues de chez eux, donc l'Ébé du Togo. Bon, à la suite de la recherche, on saura comment peaufiner, arranger, pousser les choses pour aboutir à un résultat plus convaincant. Non, pas du tout. Non, c'est plusieurs familles. Merci. Voilà, donc je disais que je voulais revenir sur le commentaire du professeur Babacar Faye. Effectivement, il faut qu'on renverse cette tradition-là, qu'elle soit rompue. Cette tradition qui fait que quand on analyse une situation sociolinguistique, on va généralement vers le formel et on abandonne l'informel. Donc c'est pourquoi j'ai préféré effectivement voir du point de vue de la politique familiale et du point de vue aussi des pratiques linguistiques. Et surtout, il faut ajouter le fait que aussi le contexte a changé. Ce matin, on a parlé beaucoup, je pense que c'est Pierre qui a parlé d'échec de beaucoup de projets en Afrique, justement parce qu'aujourd'hui, on parle de développement durable, de développement local. Et vous connaissez mon texte là que j'ai écrit déjà autour des radios communautaires, parce que si on pense à Calvé, qui en parlant de l'environnement linguistique africain, disait que le marché linguistique, il y avait 2 places, où le français avait la place centrale, et les langues africaines tournaient autour, étaient dans la périphérie. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Alors, pour le cas du Sénégal, quand on considère l'acte 3 de la décentralisation, donc on voit que tout est décentralisé, ou bien beaucoup de secteurs,
et que la langue véhiculaire n'est pas le français, mais ce sont les langues locales. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je me suis intéressé à cette problématique en disant il faut au niveau de la famille, parce que c'est une suite, hein, au niveau de la famille d'abord, ensuite au niveau du milieu, de manière plus étendue, c'est-à-dire la commune. Bon, au Sénégal, je parlerai des collectivités territoriales, d'accord, pour aller vers un aménagement linguistique. Et l'autre fait, c'est que aussi, quand on parle de fonction des langues, pour moi, il n'y a pas d'exclusion, mais c'est juste des niveaux d'intervention. Parce qu'il y a une base, il y a une étape où les langues locales joueraient un plein rôle à la place des langues étrangères. Mais que quand on sort par exemple de la commune, on va vers le niveau national vers l'international, vous verrez donc un peu les rôles évoluer. Et donc c'était complémentaire. Voilà pourquoi je disais que nous ne pouvons pas dissocier toujours, comme on l'a toujours fait dans les recherches, d'une part les langues locales, d'autre part les langues étrangères. Non, il faut voir leur rapport dans tel ou tel contexte et comment elles pourraient être complémentaires. Merci.